Thérèse Villers, je suis conservatrice du patrimoine et je dirige actuellement le musée Tommy Ungerer, Centre international de l'illustration, à Strasbourg. L'Alsace, c'est mon pays. Je suis née en Alsace. J'ai toujours vécu en Alsace. J'ai fait mes études en Alsace. Je me suis mariée en Alsace. Voilà, c'est ma vie de tous les jours. Mon rapport avec le dialecte est sans doute un petit peu particulier, mais peut-être que non, ce n'est peut-être pas un cas particulier. Dans les années de jeunesse, on ne parlait pas l'alsacien chez moi à la maison, ça ne se faisait pas. C'était peut-être pas l'immédiat après-guerre, mais voilà, c'était des années qui étaient encore très très chargées au niveau historique. Et on ne parlait pas l'alsacien, je n'avais pas le droit de parler l'alsacien à la maison, ni d'ailleurs à l'école. Et c'est chic de parler français. Voilà. Et mon rapport à l'alsacien, en fait, était surtout avec mes grands-parents. Donc, quand j'allais chez mes grands-parents, là, je me retrouvais dans un bain d'alsacien. Je pouvais parler avec eux. C'était évidemment pas très, très fluide. Mais ensuite, eh bien, à l'université, quand j'ai fait mes études à l'université à Strasbourg, ça ne se faisait pas du tout de parler. Ça se faisait pas de parler l'alsacien, pas du tout. Sinon, on était un petit peu, je dirais pas regardé de travers, mais voilà, un petit ostracisme quand même. Et j'ai perdu totalement l'habitude. Totalement l'habitude. Et bien, j'ai rencontré Germain Müller un jour. J'allais de temps en temps au Borobli, où je comprenais à peu près la moitié de ce qui se disait. Mais j'adorais entendre le son de l'alsacien, j'adorais cette truculence qui est très, très, très présente. Et Germain Müller, contre toute attente, parce que c'était vraiment pas mon côté le plus important de ma personnalité, m'a demandé de travailler avec lui sur en fait sa dernière revue du Borobli. Et ça a été une rencontre assez déterminante pour moi. J'ai été obligée de me replonger dans le bain, si je puis dire, avec toute l'angoisse que ça représentait de travailler avec un grand monsieur de la culture alsacienne. L'Alsace, c'est très particulier. L'Alsace, c'est à la fois quelque chose de très 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 enrichissant. Enfin, en tout cas, moi, je le vis de cette manière. Les deux cultures sont à ma portée, et la culture française, ou on va dire latine, et la culture germanique. Et je me sens vraiment à la confluence de ces deux cultures. Peut-être que selon les périodes de la vie, selon ce qu'on a vécu, selon les expériences, on bascule d'un côté ou de l'autre. Mais c'est toujours très présent. Un particularisme alsacien, je dirais qu'il a été très 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 fort. Je dirais qu'il a tendance aujourd'hui à se... J'ai l'impression, en tout cas, qu'il a tendance à se dissiper, mais c'est un petit peu normal. On est de toute façon une région qui est un creuset. Mais le particularisme alsacien, c'est justement être à la croisée de deux cultures. Je ne le conçois pas autrement.
Oui, la rencontre avec Tommy Ungerer était une rencontre qu'on peut qualifier de choc. Je l'ai rencontré en 1976 à Strasbourg. J'étais encore étudiante à l'époque en histoire de l'art. Et puis, je ne m'attendais pas du tout à ce personnage qui était, alors physiquement, vous le connaissez, grand, avec ses yeux bleus glaciers, sa mèche sur le front, l'air à la fois un peu gentleman farmer. À l'époque, il vivait encore au Canada et bientôt en Irlande. Il était un petit peu entre les deux. Je l'ai rencontré avec sa mère, oui, Alice Ungerer. Et il était très prévenant avec sa mère, ce à quoi on ne s'attendait pas vraiment de la part d'un personnage qui avait quand même une réputation de provocateur. Hein. Et j'étais extrêmement impressionnée, très très impressionnée par ce personnage. Et notre première, je dirais, relation n'a pas été une relation forcément très chaleureuse, parce que comme moi j'étais impressionnée, lui, voilà, on n'était pas dans une relation amicale, on va dire. Alors ça s'est un petit peu débloqué par la suite, et puis j'ai évidemment tout de suite l'histoire de l'art, ça m'est proche. Je me suis intéressée à son œuvre, et j'ai trouvé que Tommy Ungerer, alors évidemment pour moi, il n'était pas alsacien quand je l'ai rencontré. C'était pas pour moi la représentation de l'Alsace. C'était quelqu'un qui était parti très jeune, ou assez jeune, qui avait vécu à New York, qui revenait, mais sporadiquement, en Alsace, et qui surtout avait un rapport ambigu avec l'Alsace. Ça m'a immédiatement frappée. Parce qu'il avait cette espèce de relation de l'Alsacien qui doit partir de la région pour réussir, qui réussit évidemment ailleurs, et qui, quand il revient, eh bien, se fait regarder un petit peu de haut par les Alsaciens. Et c'est exactement ce qui s'était passé. On voyait Tommy Ungerer revenir un petit peu dans les cercles, dans la presse. À l'époque, il sortait Das große Liederbuch, le grand livre de chansons populaires allemandes qu'il avait illustré. Il était en train de donner une grande partie de son œuvre graphique et de sa collection de jouets à la ville de Strasbourg. C'était aussi à ce moment-là. Et on sentait que c'était quelqu'un qui avait très envie de renouer avec l'Alsace, mais qui en même temps n'hésitait pas à dire que Strasbourg était Pflug am Rhein, c'est une de ses expressions favorites, et que bon voilà, l'Alsace c'était pas New York en tout cas. L'attitude de Germain Müller par rapport à Tommy Ungerer était aussi un petit peu ambiguë. Il le voyait arriver avec un petit peu d'appréhension, parce que quand Tommy Ungerer arrivait, c'était toujours pour demander quelque chose. Mais évidemment, Germain Müller, je pense, a été l'un de ceux qui a saisi immédiatement la qualité et l'importance du personnage. Je dirais que Tommy a toujours évidemment gardé un grand amour pour l'Alsace, même de loin, justement parce qu'il était loin, sans doute, avec une certaine distance. Je pense aussi que Tommy a voulu faire des choses pour l'Alsace
qu'il y a réussi d'une certaine manière. Et je pense aussi qu'on a parfois récupéré Tommy Ungerer sur certaines questions concernant l'Alsace. On est parti, on a fait carrière ailleurs, on a réussi ailleurs, on veut se faire reconnaître par le lieu, par les gens qui t'ont vu naître, qui t'ont vu grandir. C'est tout à fait légitime et c'est tout à fait naturel. Je pense que d'autres artistes ont été dans le même cas ou sont dans le même cas. Ah oui, la donation par exemple de Tommy à la ville de Strasbourg, ça procède de ça, évidemment, de cette envie de se faire reconnaître par l'Alsace. Et donc il y a un rapport quand même d'amour-haine envers l'Alsace de sa part, mais pour rien au monde il n'aurait rompu avec l'Alsace. Pour rien au monde. C'est sa terre natale, ses racines, et puis justement cette double culture, l'Alsace creusée de ces deux cultures qui ont totalement nourri son œuvre. Il en était tout à fait conscient. Je crois que Tommy n'a pas été dupe de grand-chose dans sa vie, en général. Donc, à mon avis, il n'était pas non plus dupe de cela, mais il avait une telle envie de se faire reconnaître qu'il est passé par-dessus et qu'il a accepté. Mais vers la fin de sa vie, Tommy était quand même très très éloigné de toutes les questions concernant l'Alsace, enfin de tout ce que nous avons vécu, je dirais en direct. Il y avait un filtre, il y avait l'éloignement. Et puis il y avait peut-être aussi un écho qu'il avait, qui n'était pas forcément celui du vécu quotidien. Mais et puis Germain représentait aussi pour Tommy la culture à Strasbourg, et c'était un passage obligé aussi pour certaines choses. Mais pour revenir sur la donation que Tommy Ungerer a faite à la ville de Strasbourg, qui était importante et quand même très très étonnante aussi pour un artiste. C'était un geste pour la reconnaissance, tout le monde l'a compris évidemment, mais c'était aussi une manière pour lui de s'inscrire dans une histoire, et notamment l'histoire du dessin, l'histoire des arts graphiques en Alsace. L'Alsace a été et toujours d'ailleurs un vrai foyer de l'illustration, et il avait besoin de s'inscrire dans cette histoire. Donc, évidemment, il y a une petite part de calcul aussi de sa part. Alors, il est influencé par Wilhelm Busch de par les petites histoires en images, comme la plus connue, c'est évidemment Max und Moritz, que Tommy Ungerer avait enfant dans sa bibliothèque. Mais ce sont aussi les images des Münchener Bilderbogen, qui procèdent un petit peu du même système narratif, les histoires dessinées. Il y a aussi, évidemment, non seulement la figure des romantiques allemands. Ça aussi, c'est très présent, notamment dans Das große Liederbuch. Töpfer aussi. Alors, ce ne sont pas forcément des artistes ou des œuvres dont il a pris connaissance quand il était jeune, mais c'est aussi des lectures qu'il a découvertes par la suite, qui ont fait partie ensuite de ses inspirations et de ses modèles. Et je dirais qu'il est plus proche de quelqu'un comme Leo Schnugg ou Sattler, ou Joseph Sattler, que par exemple de Spindler. Ouais.
oui, clairement. Mais c'est des images qu'il avait en tête, puisque son père, Théodore, avait les volumes de la revue alsacienne illustrés dans sa bibliothèque, et que, évidemment, Tommy Ungerer a vraiment feuilleté toutes ces pages. Hein. Il a découvert ces images. Il le dit d'ailleurs, il dit Léo Schnuck, je l'ai découvert dans un volume de la revue alsacienne illustrée. Mais c'est le côté néo-médiéval qui lui plaisait. Alors Hansi, c'est un grand chapitre, on n'a pas encore évoqué. Justement, son attitude était extrêmement ambivalente. Hein. Alors autant il prenait de l'iconographie ce qui lui plaisait, ce qui lui convenait, autant il était capable de rejeter cela. Notamment Hansi, dont il avait découvert aussi les images quand il était petit, forcément. Il a été baigné par l'iconographie de Hansi. Les premiers dessins d'enfance de Tommy Ungerer qui sont conservés au musée reflètent cette parenté. On a carrément on dirait aujourd'hui du copier-coller, c'est carrément des répliques, c'est fait d'après Hansi. Vraiment, ces premiers dessins sont totalement connotés imagerie de Hansi, critique de l'occupant allemand, évidemment remis au goût du jour puisque ce ne sont pas les mêmes guerres, mais quand il dessine la caricature d'un officier de l'armée de l'armée allemande, c'est directement un officier de l'époque de la Première Guerre mondiale qui est repris. Enfin, voilà. Donc il y a vraiment un mimétisme. Après, il s'en dégage totalement. Il s'en dégage, en tout cas, il s'en dégage dans ses écrits. Alors, je ne suis pas du tout sûre qu'il s'en dégage dans ses illustrations, puisque même encore par la suite, dans des dessins satiriques sur l'Alsace, on retrouve des motifs de Hansi, mais il va dire de manière très très claire, je ne veux rien savoir de Hansi, c'est quelqu'un qui a appris la haine aux enfants de l'allemand, une espèce de chauvinisme, il parlait de chauvinisme, patriotisme exacerbé, voilà. Et donc il est dans un rapport critique. Mais il faut aussi savoir que Tommy Ungerer, c'est un des rares artistes à avoir fait don de son œuvre dès le début de sa carrière, et donc pas, en fait, Strasbourg n'est pas c'est pas un cas unique et c'est pas une première démarche. Il l'a fait aux États-Unis, il l'a fait dans des bibliothèques américaines, pour des bibliothèques américaines, à Philadelphie par exemple. Hein. Donc c'est une démarche assez rare, je dirais, pour un artiste, de donner très vite, au début de sa carrière, des œuvres qu'il a poursuivies à Strasbourg. Strasbourg n'est pas le premier cas. L'idée de l'Alsace, je ne sais pas si elle va continuer. Je ne sais pas. C'est un constat. Hein. Je n'y mets aucun sentiment particulier. Historiquement, bien sûr, ça va évoluer. Les Alsaciens et les Alsaciennes sont des gens différents, viennent de tous bords, viennent de partout. On est une terre de creuset. Je crois qu'on est vraiment fait pour ça. Il n'y a pas une famille alsacienne qui n'a pas des ancêtres venant des quatre coins de l'Europe, notamment. Donc je ne vois pas pourquoi ça continuerait pas aujourd'hui, et ça, je pense que ça constituera une autre Alsace. L'Alsace va évoluer, oui, mais l'Alsace en tant que telle, avec ses poncifs,
Non. Tommy Ungerer avait cette faculté de parler à la fois le français, l'alsacien, l'allemand et l'anglais, qu'il mélangeait volontiers et avec grand talent, à la fois quand il parlait, mais aussi quand il écrivait. Et dans ce sens, d'ailleurs, il s'inscrivait totalement dans ce que faisait Jean Hans Arp à son époque. Hein. Ce serait l'idéal. Mais ce qui est intéressant dans son œuvre, c'est justement qu'il renoue toujours avec le thème de l'Alsace. Et il y a un excellent exemple qui est justement Das große Liederbuch, qu'il a dessiné entre 1969 et 1975. Hein, donc il lui a fallu quand même 6 ans pour élaborer ce livre, et où il est revenu à une iconographie de l'Alsace, alors soit qui provenait de livres de son propre père, Théodore, soit de livres qu'il a lui-même achetés, qui faisaient ensuite partie de sa bibliothèque. Et il a vraiment renoué avec Gustave Doré, Léo Schnug, Joseph Sattler, et bien d'autres, hein, dans l'élaboration de ce livre qui était un livre de chansons populaires allemandes. Il l'écrit à un moment donné. Le Das große Liederbuch lui a permis de renouer avec ses racines alsaciennes. C'est clairement formulé. Et c'est à partir de ce moment-là que le thème de l'Alsace revient dans son œuvre. Alors je dis revient parce que pendant tout un temps, surtout l'époque passée à New York, donc on est entre 1957 et entre 1971, le thème de l'Alsace n'est pas présent dans l'œuvre du tout. Comme s'il avait tiré un trait, ou alors peut-être que ce sont d'autres sujets qui l'inspirent, tout simplement. Et c'est Das große Liederbuch qui lui remet le pied à l'étrier, si je puis dire. Et ensuite, on assiste à l'émergence de cette satire de l'Alsace qui va durer jusqu'à la fin de sa vie. Das große Liederbuch était une commande de la part de son éditeur suisse, donc Diogenes Verlag, à Zurich, qui avait eu cette idée de publier un recueil de chansons populaires allemandes parce que pendant la guerre, les nazis s'étaient approprié le patrimoine des Allemands et qu'après-guerre, les Allemands ne voulaient plus en entendre parler, ils le rejetaient. Donc l'idée de Daniel Kehl à Zurich, ça a été de commander ce projet à un Alsacien, à Tommy Ungerer, puisque Tommy Ungerer, lui, il était à même de comprendre. Et oui, ce patrimoine. Et il a mis 6 ans pour le faire, ce qui veut dire que pour lui, ce n'était pas facile. Ce n'était vraiment pas simple. Une fois de plus, on est dans l'ambiguïté, puisque je dirais qu'il y a plus d'influence de Tommy Ungerer dans les arts graphiques, en France, dans le reste de la France, pardon, dans le reste de la France, en Allemagne, aux États-Unis, de manière un peu universelle, qu'à Strasbourg même, ou qu'en Alsace même. Alors évidemment, c'est un artiste qu'on reconnaît, qu'on admire, mais on est un peu écrasé par sa figure. Et on a un peu peur de se mettre dans les mêmes traces. Et ça, c'est quelque chose que je ressens chez, par exemple, dans la jeune génération des illustratrices et des illustrateurs. Il y a aussi cette ambiguïté que Tommy Ungerer, comme vous le savez, a suivi
l'enseignement de l'école des arts décoratifs à Strasbourg, en 1953, 54, 55, dont il est sorti. Je ne veux pas dire dont on l'a fait sortir, mais dont il est sorti. Il en a gardé un souvenir mi-figue, mi-raisin de cet enseignement, en disant, bon, voilà, oui, certes, j'ai suivi les cours, mais je m'y suis ennuyée. Voilà. Des professeurs qui l'ont eu en cours, d'ailleurs, ont répercuté que le jeune Ungerer avait tellement de talent qu'il ne savait pas trop quoi lui enseigner. C'est le professeur de peinture Louis Wagner qui disait ça. Donc c'est un peu mitigé. Ses souvenirs de l'école des arts décoratifs et l'école des arts décoratifs en a gardé également un souvenir mitigé. Et que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut se poser la question, quelle est la représentation de Tommy Ungerer à Strasbourg, dans cette école, dans la jeune génération des illustrateurs et des illustratrices. Elle n'est pas du tout bien définie. En fait, nous vivons dans l'ambiguïté en Alsace. C'est peut-être pas le terme qu'il faut utiliser. Dans l'ambivalence. Peu importe. Mais cette ambivalence, elle est... moi, je la ressens. Je l'ai toujours ressentie. Puisque élevé dans une culture française où l'alsacien était un peu mis de côté, ensuite un retour aux sources où l'alsacien, où la culture alsacienne, quelque chose de merveilleux et d'étonnant aussi. Voilà. Je pense que les personnes de ma génération ressentent une espèce d'ambiguïté. Les générations présentes et à venir, je ne suis pas sûre que ce soit encore le cas.